Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue à l'entretien du jour. L'entretien du jour aujourd'hui sera très culturel puisque je reçois Marien Foné Ngombe qui est auteur, initiateur de projets culturels également. On va découvrir sa dernière création et ensuite, au cours de l'entretien, nous allons parler de son parcours littéraire. Bonjour Marien. Bonjour Anthony. Vous avez initié il y a quelques jours SOART, qui est un afterwork, et vendredi dernier, c'était le numéro 2. Est-ce qu'on peut, le numéro 3 plutôt, est-ce qu'on peut revenir un peu à la genèse de ce projet? Comment est née l'idée de SOART? Bien sûr. Alors SOART, c'est une rencontre qui a lieu tous les 2 mois, qui est une rencontre culturelle. On a l'ambition, la modeste ambition de pouvoir mettre au même diapason la littérature, la musique et éventuellement des réalisateurs, même des chefs cuisiniers pour l'art culinaire. Donc la genèse, c'est égoïste à la base. Je cherchais un endroit où je pouvais m'amuser moi. Donc à chaque fois, j'allais dans une rencontre littéraire, je restais sur ma faim, il n'y avait pas autre chose, un peu de musique. Et quand je voulais écouter de la musique, il n'y avait pas de littérature. Donc ça part de ça. Et on s'est dit sur Paris, ça ne se faisait pas trop. On s'est dit, bon, c'est peut-être une aubaine, un truc à exploiter. Et donc, de fil en aiguille, des rencontres, on a échangé avec les uns, les autres, toi y compris, pour voir un peu quelle était la formule qui allait plaire à tout le monde. Du coup, c'est né comme ça. Du coup, c'est la 3e édition et voilà. Est-ce que tu es satisfait des 3 éditions? Est-ce que le concept tel que tu l'as imaginé se décline comme je le souhaite. Comme tu le souhaites? Ce qui se passe, c'est qu'on affine à chaque édition. On affine à chaque édition et je pense qu'on arrive à la formule que je souhaite. Au bout de la 3e édition, je me dis, on y arrive à peu près. Donc jusqu'ici, on a un public un peu d'irréductible, entre guillemets, qui nous suit sur les 3 éditions. Mais j'aimerais gagner un nouveau public encore, élargir le public. Mais la formule, oui, elle est intéressante parce qu'il y a une partie entretien qui dure 1h30 avec chaque invité, à peu près. 1h30, donc 20 minutes à peu près chaque invité. Après, il y a une partie où on échange, after work classique, on prend un petit verre et à la fin, on essaie de danser. Il y a un DJ qui met un peu de musique. Donc oui, voilà, on est très proche de ce que je voulais, mais on affine toujours. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a de toute façon, l'œuvre humaine est toujours perfectible. Vendredi dernier, lors du 3e numéro, il y avait Guy-Alexandre Sounda, le dernier prix Étiophile. Il y a pour Confession d'une sardine sans tête. Il y a eu une tango, la chanteuse. Il y a eu un réalisateur, André Koumi. Oui, qui est photographe et graphiste. Photographe et graphiste. Et un mannequin, mais elle aime qu'on dise plutôt modèle et créatrice. Asina. Le choix de... Bon, jusqu'ici, c'est vrai que... Oui, donc je suis beaucoup sur le choix des invités. Après, j'échange avec les 2 co-animateurs, qui est Orlane Duramel et Philippe Gamou, pour voir un peu, mais ils adhèrent généralement. Le choix se fait tout simplement, j'essaie de trouver des gens, un mariage homogène qui fait que ça passe bien. La preuve, c'est que le photographe Andrew Koumi avait travaillé avec Asina, qui est modèle et tout ça, pour dire que vraiment, il y a une symbiose. Voilà, ça se fait écho. Voilà. Et Guy-Alexandre Sounda, tout le monde a suivi l'épopée de sa publication, les prix qu'il a eus. Voilà. Et c'est un homme aussi qui est très abordable. Après, il y a des gens que j'aborde, ça se passe pas toujours. Il y a un feeling qui se crée. Il faut adhérer au concept. Il a adhéré au concept et finalement, l'entretien s'est très bien passé. Donc voilà, c'est vraiment moi qui glane d'abord dans mon premier cercle et après, j'essaie de voir, j'ose aller voir des gens, discuter, voilà, par les réseaux sociaux, par intermédiaire. Ça a commencé avec... une animatrice, Niel, c'est arrivé avec Philippe Gambou. Pourquoi passer à la formule de co-animatrice? C'est bien ce que je disais. Donc, à chaque fois, j'essaie de trouver la formule la plus efficace. Niel a beaucoup d'engagement. Je salue, je dis merci pour avoir accompagné la première édition. Elle monte un cabinet, je crois, de communication. Elle est chanteuse aussi. Elle est très prise. Elle est actrice aussi. Elle est actrice aussi. J'ai vu ça, elle est très prise. Donc, j'ai voulu aller après trouver quelqu'un qui avait une expertise aussi dans le domaine. Philippe Gambou a une expertise. Il a une émission littéraire sur Vox Africa, il avait, Librairie Tombouctou. Et après, j'ai voulu garder le côté afterwork, ne pas perdre l'âme de l'afterwork même, rester festif, rester léger. Et donc, Orlane, qui a une expérience dans la presse écrite et audiovisuelle, apporter ce côté-là. Donc, ce duo-là, je trouve que c'était plutôt efficace à ce niveau-là. Voilà, donc c'est la formule sur la 3e édition. On va voir si ça va se poursuivre après. Mais dans l'esprit, c'est vraiment... ce à quoi je veux tendre. On marque une pause et on fait un petit tour dans le passé récent, c'était vendredi,
poursuivre un extrait de la lecture faite par Guy Alexandre Sunda de son roman Confession d'une sardine sans tête. Il a choisi un chapitre qui parle de la rumba. La rumba. C'est quelque chose qui te tient à cœur, on va en parler tout à l'heure. Également, on va écouter la chanteuse Ntango. La rumba de mon enfance. Écoute bien cette rumba, chère petite. Écoute-la comme je l'écoute, les yeux clos et la main sur le cœur. Tu verras ce que je vois au-delà des fleuves et des montagnes, au-delà des nuages en larmes et des terres humides, au-delà des convois qui se perdent dans des tunnels de lave et des bourgades entières qui crament sous des feux gras. Je ne savais pas qu'il avait aussi cette sacrée chanson de mon enfance. La dernière que le docteur Colli, célèbre chansonnier de chez nous, avait écrite à l'époque avant de fuir à Niamey pour échapper à la vindicte du régime qui lui reprochait de camoufler des propos séditieux derrière ses vers. Écoute-la bien, chère petite. C'est de l'authentique rumba que tu entends là. Rien à siroter avec les vagues mélodies à l'eau de rose que l'on nous sert à présent dans des brèmes africaines orturées de noms de filles et de cris graveleux. Tu veux que je te traduise des paroles? C'est l'histoire d'une fille de la campagne, grande et pétante, allongée sur son grabat, qui regrette d'avoir brûlé les plus belles années de sa vie dans les bras d'un homme qui passait toutes les nuits à regarder des trains passer au loin, où scintillent les lumières de la capitale et crépitent les armes et les rires des porteurs de moustaches. Maintenant, elle voudrait se laver dans le ruisseau qui coule au milieu du bosquet, afin d'enlever son trop-plein de chagrin, son trop-plein d'amour vain. Puis elle mettra sa robe en pagne, celle avec de grandes fleurs des champs, et courra au bain des dames dans les bras de ce jeune homme aux cheveux courts qui attend impatiemment derrière un arbre à pain. Toujours sur Ziana TV, c'est l'entretien du jour, un entretien très culturel avec Marien Foné Ngombe. Marien, la rumba, on avait eu la rumba à Soart lors de la deuxième... avec Olivier Chimanga. Avec Olivier Chimanga. Oui. Et ce n'était pas le cas
La première édition, c'était pas de la rumba, c'était une chanteuse sénégalaise, Aïdara, qui a apporté une couleur un peu, qui a fait une reprise de Coucou de la Camerounaise Charlotte Dipanda. Donc, en fait, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est après le calendrier qui fait que cette fois-ci, c'est encore de la rumba, ça se suit. La prochaine fois, je pense que ce sera de la rumba. Il y a une chanteuse de zouk qui est en prévision, qui est pressentie, c'est le mot adéquat. Et après, il se fait que bon, j'aime la rumba, donc facilement, j'ai des contacts faciles dans ce domaine-là. Et donc, j'ai découvert Mélodie sur. Enfin, pour ceux qui suivent un peu la rumba, savent qu'elle a fait des chœurs chez Ferré, chez Fali, chez plein d'artistes. Et elle est sur un projet acoustique. L'acoustique, c'est important pour Swart. On veut une mise à nu de musicale. C'est facile à surtout, mettre en surtout place. ça parle à l'âme, quoi. Quand il y a littérature, qu'il y ait de l'acoustique derrière, ça a du sens. Mais s'il y a de la littérature, qu'après, ce soit un truc programmé et tout ça, ça se marie pas bien. Donc voilà, elle fait de l'acoustique en ce moment particulièrement. Voilà. Et pendant qu'on parle, est-ce que dans 2 mois, tu as déjà une idée de ce qui sera le numéro? Oui, j'ai des noms, j'ai Coucou. Je ne sais pas si vous connaissez, il a participé à The Voice Afrique francophone, il avait repris Redemption Song. Voilà, j'ai une plasticienne camerounaise, j'ai un auteur camerounais, un poète qui est très connu. Dans le nom, il y a un grade de militaire, ceux qui vous voyez un peu de qui je veux parler, qui est pressenti pour les mois à venir. Donc il y a des pistes et puis on va affiner ça. So Art, donc c'est l'Afterworld, c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois, vendredi. Donc sur la place de Paris. Exactement. On a commencé au Cœur Samba, là pour l'instant on est au V-Club. Pourquoi ce changement de lieu? Changement de lieu parce que, bon, déjà c'est un concept itinérant. Il est itinérant, c'est comme ça que ça a été conçu. Soit en janvier ou février, on aura un à Pointe-Noire. Donc je fais un clin d'œil à Ashley Bayonne qui va le faire. Donc l'idée c'est que ça bouge. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire. C'est intéressant. Oui. Une ville que je connais très bien. Ah, n'est-ce pas? Ça peut faire le clin d'œil. Et donc sur Paris, oui, pour différentes raisons, parce que la programmation du Cœur Samba faisait qu'ils avaient des événements aussi. Le V-Club pour l'instant est disponible, mais on va sûrement bouger encore après. Donc vraiment l'idée c'est que c'est le concept qu'on vend en lui-même. Donc c'est sans orgueil, mais c'est le concept Swart qui fait que. Après, si le lieu nous permet de nous installer un peu... Il est déposé? Ah, il faut qu'il soit déposé, forcément. Sinon, n'importe qui va reprendre oui, le terme. Mais il existe une galerie Swart, je crois, à Casablanca. Il existe Swart Studio. Donc, il est déposé pour le domaine d'activité précis. Parce que Swart existait déjà, le nom était déjà pris pour d'autres choses. Ce n'était pas une invention de Maria. Mais on croit toujours inventer des choses et finalement, on apprend que d'autres ont eu des idées avant. Maria, alors, on a parlé de Swart. Oui. On va faire un petit incursion dans ta vie, dans ta carrière littéraire. Tu es auteur de 2 ouvrages. Oui. Escale, qui est un recueil de nouvelles, et Le Bâtiment A, qui est un roman. Mais tu as participé à 2 ouvrages collectifs aussi, Sous mes paupières, Extérieur Vie, et puis surtout Franklin l'Insoumis, dont tu es initiateur. Alors, qu'est-ce qui t'évoque ces différentes expériences-là, tant dans le plan solo, comme on dit, si on veut paraphraser le langage musical, et dans le fond, le plan groupe? Et moi, j'ai écrit Escale parce que je voulais raconter des histoires. Et c'est le cinéma qui m'emmène à la littérature. Vous voyez comme quoi, d'où la transversalité de l'art. Donc moi, je suis très visuel. Donc je n'ai pas de réseau, je ne sais pas comment réaliser un film et tout ça. Donc j'écrivais comme des synopsis en fait. Et finalement, pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore lu Escale, ça raconte des voyages. Ça raconte des voyages. C'est un recueil sur le voyage physique et réel d'une personne qui prend un train, le voyage introspectif d'une personne qui se pose des questions sur sa vie, et puis le voyage aussi, voilà, ce qui arrive régulièrement. Donc ça parle un peu de ça, et j'invite les gens, j'ai fait quelques interviews sur le sujet. Et donc voilà, après oui, c'est des expériences très enrichissantes, et qui se font écho, qui vont un peu ensemble. Après, j'ai fait Le Bâtiment A qui parle de ma vie en CTU, qui est un peu drôle, mais pas que. Et après, le projet Franklin l'Insoumis est un projet qui me tenait à cœur, parce que Franklin l'Insoumis est un auteur très particulier au Congo-Brazzaville pour son engagement, pour ce qu'il a pu subir. Il en a payé de sa vie à cause de son engagement, parce que la politique, il a embrassé ce secteur-là qui lui a coûté la vie, tout simplement. Et l'idée, c'est de rendre hommage à lui, à ces années-là, à ces leaders qui avaient un idéal, qui accompagnaient quand même, qui ont fait mûrir un peu les consciences à l'époque. Voilà, dans une époque un peu insipide comme ça, c'était important de rendre hommage à Franklin Bukaka. Oui, d'autant plus que certains textes de Franklin sont encore d'actualité. Voilà.
Est-ce que tu te considères comme un touche-à-tout? On voit que tu es dans la littérature alors que ta formation d'étudiant ne te destinait pas, entre guillemets, à la littérature. C'est beaucoup plus l'histoire d'une passion. Toute proportion gardée, j'aime bien évoquer le doyen Dongala, oui, qui est un chimiste, qui est l'un des plus gros écrivains, qui n'est sûrement pas reconnu à sa juste valeur, selon moi. Oui, je pense la même chose. On est d'accord. Moi, je suis en apprentissage. Donc, moi, franchement, c'est comme ça que je vois la vie. J'apprends à chaque fois, je suis en apprentissage. Et je ne perds pas cet émerveillement-là. C'est parce que j'ai cet émerveillement à chaque fois qui me permet de dire, bon, je vais tenter ceci, sans prétention. Là, j'essaie d'écrire un roman, je peine à le finir parce que je me dis, il faut que je fasse mieux, il faut que je trouve la bonne chute. Voilà, je prends du plaisir. Mais après, il y a du travail derrière qu'il faut s'imposer. Touche à tout, oui, on peut prendre l'expression comme ça, mais bon, c'est de la passion. Je suis un passionné. Là, tout à l'heure, tu nous as parlé du cinéma comme tu es passionné du cinéma, donc forcément, tu es visuel et que ça aide en littérature. Est-ce que c'est la seule chose qui te passionne et qu'est-ce qui t'inspire en dehors du cinéma? D'accord. Moi, la vie de manière générale, quoi. Sincèrement, ça paraît toujours cliché de dire ça, mais tout peut inspirer. Voir un enfant qui court, ça vous renvoie à quelque chose de votre enfance à vous, une anecdote, quelque chose qui nous choque, une indignation. Les galères d'étudiants. Voilà, les galères d'étudiants, qui étaient très autobiographiques. Mon pays m'inspire. Boukaka, il faut dire la vérité, c'est la situation du pays qui fait qu'on se dit, finalement, quels sont les phares de ce pays? On a besoin de phares pour avancer, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Il faut qu'en politique, on dise, aujourd'hui, on parle de Sankara, il faut reconnaître l'efficacité de son travail en si peu de temps. Voilà un phare. On dit, Sankara était là. Ça 4 ans. Voilà, 4 ans, c'est incroyable. Dongala, je dis, pour rebondir sur lui, on dit, voilà un phare. Quand on voit ses interviews, on voit son intégrité, on voit la rigueur qu'il met, la fréquence de ses publications. Ce n'est pas forcément un gage de qualité, mais dans le cas d'espèce, ça l'est. Donc tout ça, il nous faut des phares. Donc voilà. J'ai oublié la question, mais j'étais un peu volubile sur le sujet. Mais la question de qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est la vie, tout m'inspire. La vie, le cinéma et autres. Mais en littérature, puisqu'on est dans le terrain littéraire, en littérature, tu as cité Dongala, est-ce qu'il y a des auteurs qui m'inspirent particulièrement? Moi, j'arrive à la littérature très tardivement. On peut dire qu'en même temps, cet auteur, c'est mon préféré, ce livre, c'est mon préféré. Oui. L'étrange destin de Vangrin, pour moi, c'est vraiment au panthéon. Je ne vais pas être original en disant ça, intemporel. Il y a tout ce qu'il fallait. Quoi. Le côté un peu mystique de la chose, ces années charnières de l'histoire du continent, tout ça. Et puis, il y a un auteur que j'aime bien, moi j'ai peu lu de classiques, mais il y a un auteur français que j'aime bien qui est Éric Emmanuel Schmitt. Pourquoi? Je n'aime pas tout ce qu'il a écrit, mais j'aime tout ce qu'il a écrit sur le cycle, une collection, le cycle de l'invisible. C'est des sujets assez un peu mystiques, ésotériques, voilà, j'aime bien. On dira fantastique, j'aime bien. Pour faire un clin d'œil dans mes dernières lectures, il y a Gabriel Kinsa, le doyen, la colline bleue. C'est aussi comme ça un peu ésotérique et tout. C'est très intéressant. Voilà, pour faire un peu un clin d'œil sur ce qui peut m'intéresser. Une question cliché. D'où te vient l'amour de la littérature? Une question cliché, oui, c'est vrai, on ne sait pas. Hein. Moi, l'amour des mots, j'ai toujours eu. Très gamin, on avait des carnets de vocabulaire, on tenait des mots, différents mots. On apprenait des mots stéatopigie, des mots un peu, des gros mots, les mots qui sortaient de l'ordinaire, qu'on n'utilisait pas régulièrement. Après, mon père était amoureux de la littérature, mais est-ce que c'est lui qui me l'a insufflé? Je ne sais pas. J'aurais du mal à le dire. Je crois que c'est mes fréquentations, des amis que j'ai eus qui étaient des férus de littérature, qui m'ont transmis peut-être un peu ça t'a donné plus tard l'envie d'écrire, toi aussi? Oui. Et oui. Moi, j'ai écrit des chansons aussi. J'ai écrit des jeux, c'est un peu marrant de dire ça. J'ai fait un peu de rap, on n'aurait pas dit. Mais là aussi, il y a l'amour des mots. Donc, il y a quelque chose de ce genre dans la famille. Oui, absolument. Oui. Papa a écrit. Oui, il a écrit. Le grand frère écrit des chansons aussi. Oui, il écrit des rumbas aussi. Donc, il y a un truc génétique. Comme quoi, la génétique est pour quelque chose. Effectivement, c'est vrai. Ouais, puisqu'on est en train de parler de Marien, le Congo n'est pas loin. Oui. Quelle lecture tu fais pas de la situation générale du Congo, parce qu'on le sait déjà, mais culturellement, comment tu... Culturellement, franchement, on va essayer d'être franc quand même 2 minutes. La chaîne s'y prête, c'est pour rire, on est sur Ziana TV. Mais non, le diagnostic est assez alarmant. Il est alarmant parce que, voilà, c'est quoi? Faut un cadre institutionnel pour permettre au culturel de s'épanouir, que ce soit
Il y a le statut d'intermittent ici, il y a, genre, je dis n'importe quoi, les festivals sont financés. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Je connais quelques festivals, il y a Tousseo. Il y avait une loi qui devait octroyer 0,01% du budget congolais Énorme. à la culture. Alors, on a Donc, légiféré sur ça. Je ne sais pas si c'est appliqué. Non, mais même ça, je pense qu'on n'a pas compris l'importance de la culture. Un pays comme les États-Unis, qui est aujourd'hui pas sur le déclin, mais sur le plan économique, c'est pas le pays le plus puissant. Hein, ils s'endettent dans différents pays. En termes d'image. Mais en termes d'image, c'est énorme. The Way of Life de Hollywood, le McDonald's, enfin, c'est incroyable. Ça nous fait même croire que les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam. Exactement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais nous, on n'a pas compris à ce niveau-là. Il n'y a pas de travail fait à ce niveau-là. Financement, et puis il faut des idées, il faut mettre des gens peut-être qui ont des idées, je ne sais pas, au niveau du ministère de la Culture, j'en sais rien. Après, ça ne dépend pas que de... Je sais que c'est un travail monstre à faire. Peut-être qu'il faut une génération pour travailler sur ça. Mais on n'y est pas. J'ai lu sur les réseaux sociaux un petit mot d'un auteur que je veux recevoir dans les prochains jours, Philippe Mokoko, qui écrivait qu'il y a au Congo qu'il y a plus d'auteurs, plus de poètes, plus d'écrivains que de lecteurs. Le lectorat, c'est un problème éternel, quoi. À ce moment-là, comment tu... Il faut une politique du livre. Il faut une politique du livre. Le livre a un coût déjà. Qui aujourd'hui peut payer? Combien coûte un livre? Ils sont fabriqués où déjà? Est-ce qu'il y en a à l'extérieur, il faut les... C'est un prix énorme. importer. Donc il faut déjà faire des imprimeries sur place. Et puis il faut éduquer. Il y a une hiérarchie dans le livre, on le veut ou non. Il y a beaucoup de poètes, d'auteurs, comme il disait. Il y en a qui ne sont peut-être pas encore aguerris aussi. Il faut armer les jeunes. Ça va avec l'éducation, la culture. Il faut armer les jeunes pour aller vers le livre de qualité. Il faut aussi qu'ils soient armés financièrement pour pouvoir l'acheter. Enfin, c'est un problème, on pourrait s'éterniser dessus, c'est très long. On est en 2017. Oui. Tu as la situation actuelle. Et quand tu fais un retour dans le passé, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, oui. Alors, on va me jeter la... Est-ce qu'on peut comparer les époques? On peut comparer, il faut comparer. Il faut un devoir d'inventaire, il faut le faire. Et on va me jeter la pierre, mais souvent, quand je parle du monopartisme, je dis qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec son bébé à chaque fois. Il y avait des choses qui étaient plutôt bien. Dans l'organisation de la jeunesse, dans des choses... Les lois, par exemple, du Mouvement national des pionniers, on aurait pu les garder. On aurait pu, il y avait des choses à garder. L'éducation civique, c'était important. Aujourd'hui, on sait qu'à la maternelle, j'oublie le terme en anglais, tous les enfants aux États-Unis font une déclaration pour affirmer le patriotisme et tout ça. On a besoin de ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas du pays parce qu'on est démissionnaire sur certains points, il faut le dire. Parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne s'organise pas. Bon, enfin bref, au final, quand un étudiant vient en France, qui n'a pas sa bourse et tout ça, c'est des choses qui créent le lien. C'est très important. Il n'a pas la bourse, ils ne sont pas redevables à l'État. Même si c'est l'État qui a payé le billet pour qu'ils viennent en France. Voilà, exactement. Ce n'est pas le seul lien matériel à créer, mais il faut recréer ces choses-là. Et là, à cette époque-là, on arrivait à créer ça. Aujourd'hui, on sait pas... Marien, on vient de faire le diagnostic. On sait que l'état de la culture au Congo en déliquescence. Et en déliquescence, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, toi, si tu t'étais donné la possibilité d'être médecin et de se mettre au chevet de la culture congolaise, c'est énorme. Quel serait ton Non, mais malheureusement, il y a le nerf de la guerre. Il y a des budgets, c'est une chose. Mais il y a des choses aussi qui ne coûtent pas cher à faire. Il faut rester sur l'éducation, servir de l'éducation comme levier. Il faut prendre une génération, c'est 20 ans. Il faut que le jeune qui rentre à 5 ans aujourd'hui à la maternelle sache c'est quoi la culture. Quand il a 25 ans, voilà, qu'il y ait des effets, qu'il y ait des retombées. Pour ça, il faut introduire la culture. Faut introduire comment on peut avoir un système scolaire avec les mêmes manuels depuis 1980. C'est incroyable. Moi, j'aime bien le site de Corneille, mais il y a autre chose dans la littérature française. J'aime bien l'affaire du Silure, mais il y a autre chose chez les Congolais. Il y a les fables. Voilà. Donc, déjà, ça, il faut revoir ça. Il faut revoir ça, refaire tout ce qui est émulation sur la dictée, sur des poèmes qui doivent être faits, sur même notre culture à nous, sur notre tourisme à nous. Il y a un travail énorme. Et en plus, c'est intéressant en soi. Sauf qu'on manque un peu d'imagination. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'imaginatif à des postes clés. Ça paraît comme ça, mais il faut des créatifs. On a fait un clin d'œil au mysticisme ou à l'ésotérisme tout à l'heure. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'appeler des féticheurs et de désenvoûter les enfants la culture? On va désenvoûter tout le monde. Je sais à quoi vous faites allusion. Non, mais même ça, moi j'ai beaucoup de respect pour les fonctions. Je pense qu'il ne faut
faut pas être comme ça, ni encenser bêtement, ni vilipender, critiquer pour critiquer. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit un minimum sérieux. Il y a des actes qui ne sont pas qu'on pose sérieux. des actes pragmatiques. Oui, non. Et puis, il y a des actes qui ne sont pas sérieux. Mais je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, quoi. Il faut... Ouais, on va revenir sur So Art. Oui. Le prochain, c'est dans le 4e En décembre, numéro, normalement. En décembre. Est-ce que après le 3e numéro, le retour, tu as déjà le retour des gens? Oui, j'ai des retours. Le public apprécie. Le public, oui, il y a différents retours. Il y en a qui disent oui, on n'a pas bien vu l'écran, placez mieux l'écran parce que c'était pas assez visible pour tout le monde. Il y en a qui disent oui, l'écrivain n'a pas assez parlé, d'autres qui disent l'écrivain a trop parlé. Donc à un moment donné, il faut que je reste sur ma ligne directrice. Parce que les gens se difficile de satisfaire tout le monde. Mais enfin, la chose qui revient de manière récurrente, c'est que l'idée est bien, elle est très bien, et qu'il faut continuer sur cette idée-là, et puis après affiner, faire des ajustements à la marge, quoi. Et on ne pourrait pas imaginer un So Art chaque semaine? Ça prend du temps. Ça prend du temps, il faudrait une équipe pour le faire, c'est ça le problème. Pour l'instant, on est 2 ou 3 à travailler, pour être franc, et déjà, chaque mois, ce serait bien. Mais dès qu'on aura une équipe un peu plus soudée, un peu plus active, on pourra le faire chaque mois. Et du premier numéro au Cœur Samba et des 2 au V-Club. Quels sont les instants que tu as aimés de tous les numéros depuis que le So Art existe? En fait, l'instant Chimanga était quand même particulier. Émouvant. Il a rendu un hommage à Papa Wemba, j'en ai eu la chair de poule, c'était vraiment... il est doué, c'est un orfèvre. Et j'ai beaucoup aimé aussi... la première édition a toujours quelque chose de particulier. Et la lecture qu'a faite et l'explication, l'exposé de son texte, Charlie Nefa, ça m'a vraiment touché parce qu'elle a pris le micro, elle a résumé le bouquin, elle a lu des passages, c'était vraiment poignant. Je lui fais un clin d'œil. Je sais qu'elle sort bientôt sans roman. En janvier, si tout va bien. Et donc, on va se quitter avec à la fois Olivier Chimanga et à la fois la lecture de Charlie Nefa. Et Marien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous également et continuez de suivre Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.
Certains soirs, je l'entendais quand même depuis ma chambre, quand de sa voix rocailleuse, il rompait le silence des lieux pour ordonner, sommer, proscrire, dicter, trancher et faire des réflexions atrabilaires sur cette société dépravée où les pantalons ne couvrent plus les fesses et les jupes rétréciront bientôt jusqu'au nombril, mais qui ne risquerait pas de l'éteindre une seconde fois de son vivant sur sa maisonnée. Et toi, Mozart, tu as acquiescé en silence, sans broncher, tu étais là et c'était déjà ça. C'est que tu avais compris que sur la balance des fautes, l'oubli avait été jeté en disgrâce. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil de ton cœur m'étreindre et ta tristesse. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil de ton cœur m'étreindre. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil de ton cœur. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil. C'est pourquoi, pendant toutes les années que j'ai vécues dans cette chambre de bonne, dans ce coin de ta vie, j'ai guetté les bruits de pas sur le sol humide de la cour. J'ai jubilé au grésillement d'une porte qui s'ouvrait au petit matin, juste au moment où les étoiles, éblouies par leur propre éclat, se laissaient choir sous la brume de l'aube naissante. J'ai épié ta peine quand tu riais et ta joie quand tu pleurais, et j'ai finalement compris que c'était mon silence qui te sauvait.